Madame, Monsieur, et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la Brèche. Nous sommes en direct de Gawa, devenu le temps de la célébration de la fête nationale, le cœur politique et institutionnel du Burkina Faso. Et l'invité de ce dimanche est Louis Armand Ouali, ancien maire de la cité de Bafouji, ancien ministre de l'Environnement et du Tourisme, ancien député. Il est aujourd'hui retraité de la fonction publique après une trentaine d'années passées comme diplomate de carrière aux affaires étrangères. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jérémy Koulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir ici à Gawa, dans cette ville qui vous a vu naître. Merci, monsieur Koulibaly. 17 ans que la communalisation est en marche pour les populations de la commune de Gawa. 17 ans que vous avez été appelé à prendre en main votre propre destin dans l'œuvre de construction communale en regardant dans le rétroviseur. Est-ce que vous direz que la ville de Gawa a su saisir sa chance ou au contraire qu'elle a raté ce rendez-vous de l'histoire? Merci, monsieur Koulibaly, de m'accueillir, comme vous le dites, dans cette ville de Gawa, où se commémore donc le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. S'agissant de la communalisation, comme vous l'avez dit, 17 années, ça peut paraître long dans la vie d'un être humain. Mais 17 ans dans la vie d'un peuple, ce n'est pas aussi long qu'on pourrait le penser. En ce qui me concerne, je me réfère toujours à cette disposition des textes d'orientation de la décentralisation, les TOD, qui en réalité ont lancé la communalisation au Burkina. Les textes d'orientation de la décentralisation affirmaient de manière, me semble-t-il, fort juste que la décentralisation est l'axe fondamental du développement à la base. Ma conviction profonde, c'est que ce choix qui a été fait par notre pays est un choix heureux. Qu'on prenne les 33 premières communes, les 49 communes urbaines ensuite, et la totalité des communes, puisque le territoire national est communalisé aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, la décision de confier aux populations la possibilité de choisir les meilleurs de leurs fils et filles comme conseillers, pour ensuite se réunir et élire les maires et les adjoints aux maires, cette décision-là est une décision heureuse. Et dans le bilan que j'ai fait de ma participation, de ma contribution au développement de la ville de Gawa de 2000 à 2006, j'ai effectivement mis en exergue le fait que des dizaines d'emplois ont été créés, tant au niveau donc de l'état civil, extrêmement important. Parce que comme vous le savez, monsieur Koulibaly, l'homme a 3 actes qui sanctionnent sa vie sur terre. L'acte de naissance, qui fait de lui un citoyen à part entière, l'acte de mariage par la suite et l'acte de décès. Avec la communalisation intégrale, ma conviction profonde, c'est que l'accès à ce document essentiel a été facilité. Création d'emplois également en ce qui concerne les polices municipales. Parce que la possibilité a été donnée dans le cadre d'un pays comme le Burkina, il y a des pays africains où il n'y a pas de police municipale, de créer ce corps qui a apporté une contribution importante à l'action des forces de défense et de sécurité. Mais au-delà de tout cela, j'estime que l'aspect le plus important, la communalisation du territoire du Burkina Faso, a été donc cette prise de conscience des populations, en ce qu'elles étaient elles-mêmes le moteur de leur propre histoire. Et effectivement, quand on regarde les 17 années de communalisation, en ce qui concerne la commune de Gawa, je dois avouer que malgré les dérives que nous voyons en ce moment en ce qui concerne la citoyenneté, la prise en main de leur destin par les populations a été une réalité à Gawa. Les mentalités ont évolué et comme vous le savez, nous sommes à la frontière de 2 pays qui, eux, ont la communalisation depuis déjà une 50aine d'années. Je veux parler de la République de Côte d'Ivoire et de la République du Ghana. Donc, dans le cas de Gawa, les populations se sont senties effectivement maîtresses de leur propre histoire avec la communalisation intégrale et l'érection de la commune urbaine de Gawa. Vous avez vous-même dirigé la commune de Gawa de novembre 2000 à mai 2006. Mon propos n'est pas de m'intéresser au bilan qui a été le vôtre à la tête de cette commune, mais plutôt à ce qu'on pourrait considérer comme étant les rendez-vous manqués. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous considérez comme, qu'est-ce que vous aurez voulu faire différemment ou voir faire différemment quand vous regardez aujourd'hui sur ce qui a été fait au cours de ces 17 dernières années? Monsieur Koulibaly, il est toujours facile
de dire ce qu'on n'a pas pu faire. Le bilan est fait par les populations. Je pense que, comme vous l'avez dit, l'heure n'est pas au bilan, c'est les populations qui font le bilan, mais c'est surtout l'histoire qui sera écrite par les historiens du quotidien et les historiens tout court qui rendront compte de ce que nous avons fait pendant cette période que vous avez indiquée. Je pense que l'une des insuffisances de notre action, parce que 6 années, je dois le dire, au niveau de la communalisation, au niveau de la décentralisation, 6 années, ce n'est pas suffisant pour apporter les changements les plus importants dans la vision qu'on a d'une ville. Une ville se construit sur 25 années, une génération en sociologie. En 6 ans, vous ne pouvez pas amener les populations à apporter les changements importants dans leur vision des événements et des choses. Ce changement de mentalité qui permet à des populations qui souvent sont au stade de sujet de devenir des citoyens, c'est-à-dire des hommes et des femmes, d'abord conscients de leurs devoirs, avant d'être conscients de leurs droits. Et en cela, je pense qu'une des insuffisances de notre action, ça a été cela. Ensuite, comme vous le savez, le premier maire élu de la commune de Gawa, mon aîné, Yann Sansan, honoré lui, a fait effectivement 5 ans. Moi, j'ai fait également un peu plus de 5 ans. Mais par la suite et jusqu'à aujourd'hui, les 3 maires qui se sont successivement retrouvés à la tête de la mairie de Gawa n'ont pas pu faire 3 ans. Et en cela, effectivement, le changement de mentalité, comme je l'ai dit, a été commencé. Et si nous avons l'occasion de parler, je vous donnerai des éléments. Mais ces différentes ruptures n'ont pas permis de consolider les acquis que nous avons eus donc de la première mandature, 1995-2000, et de la seconde, 2000-2006. Elle participe donc d'un certain nombre de rendez-vous manqués dans l'œuvre de construction communale et de gestion communale. J'en conviens avec vous. Parce que les villes qui ont eu la possibilité d'avoir des maires visionnaires, qui avaient une vision claire, une vision prospective du développement de leur ville, et qui ont pu rester une dizaine d'années, ces villes-là ont effectivement pris un essor extrêmement important. L'exemple le plus patent et le plus connu, c'est l'exemple de la commune de Gawa, où donc le maire Simon Compaoré a passé un peu plus d'une quinzaine d'années. Commune de Ouaga. Commune de Ouagadougou. Et a marqué véritablement, grâce à sa vision, à son amour de sa ville, a marqué les mentalités au point que les acquis sont extrêmement importants. Mais en ce qui nous concerne encore une fois, nous avons donc eu cette limite temporelle qui est qu'en dehors du premier maire élu de moi-même, aucun autre maire n'a pu faire un mandat entier pour permettre de capitaliser les acquis des premières mandatures 2000, 2006 et avant 2000, 95-2000. Alors, demain 11 décembre, Gawa accueille la célébration de la fête de l'indépendance. Et de cette indépendance, je voudrais justement qu'on en parle. Et de votre responsabilité, comme de celle de votre génération, qui a été de tous les combats politiques et idéologiques depuis pratiquement le milieu des années 70. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir été à la hauteur des défis et des enjeux du Burkina indépendant? Merci M. Koulibaly de nous donner l'occasion de parler. La vision de ma génération, des hommes et des femmes qui ont eu le baccalauréat dans les années 70, se retrouve dans le tritype de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et dans le tritype de l'Union générale des étudiants voltaïques, l'UGEV. Et ce tritype, c'est qu'il fallait nécessairement, impérativement, être un cadre techniquement compétent, politiquement conscient et intégré aux masses. Voilà la mission que ma génération avait identifiée. Et comme vous le savez, chaque génération doit identifier sa mission, l'accomplir ou la trahir. La question donc est de savoir si ma génération, ceux de ma génération, nous avons fait notre part de travail. C'est le symbole de la termitière, il faut ajouter de la terre à la terre. Pour notre part, j'estime que quand je jette un regard rétrospectif sur le passé, et à partir du tritype, en ce qui me concerne, un cadre techniquement compétent, je laisse le soin aux différents ministres des Affaires étrangères d'apprécier ce que je peux apporter comme contribution. Politiquement conscient, je me suis engagé dans l'association des scolaires en vacances à Gawa à l'âge de 12 ans. J'en ai 64. J'ai été dirigeant, président de l'association des scolaires en vacances à Gawa, section de Gawa de l'association des scolaires du Lobby. Quand je suis allé à l'université, toutes mes années à l'université, j'ai été responsable. Et ensuite, quand je suis rentré, contrairement à beaucoup de fonctionnaires, parce qu'en dehors de nos aînés et des hommes de ma génération qui étaient dans l'enseignement, très peu de militants, une fois retournés, s'engageaient dans l'action syndicale pour continuer l'œuvre que nous avions nous-mêmes commencée, à savoir la sensibilisation aux problèmes de notre pays
l'éveil des consciences pour que véritablement les populations, comme je l'ai dit, quittent pour beaucoup le stade de sujet pour devenir des citoyens. Avons-nous réussi? Je laisse le soin à l'histoire de témoigner. En ce qui me concerne, j'ai été membre dirigeant du syndicat du personnel de l'administration générale, SYNPAC, et à ce titre, membre du bureau exécutif central de la Confédération syndicale voltaïque, devenue Confédération syndicale burkinabé, avec à sa tête un de mes aînés, Souman Touré. Il revient donc à l'histoire de regarder. Mon engagement, c'est cela. Mon engagement dans l'action politique pour m'intégrer aux masses a été qu'en 2000, donc, j'ai décidé de renoncer à mes fonctions de directeur général des affaires politiques, juridiques et consulaires au ministère des Affaires étrangères, paix à l'âme du ministre d'État Youssouf Ouedraogo, que j'ai contacté à l'époque, de renoncer à ces fonctions-là pour revenir à Gawa. Parce que je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville, j'aime cette ville, et en 2000, j'ai estimé qu'il fallait que j'apporte une autre forme de contribution, afin, effectivement, que le troisième élément du tritype soit achevé, intégré aux masses. Je suis venu, grâce à Dieu, nous avons été élus, nous avons eu la majorité au conseil municipal, et les autres conseillers m'ont fait la confiance de faire de moi maire de 2000 à 2006. Donc je pense que beaucoup de nos camarades ont fait le même travail, et surtout, je dirais, les camarades enseignants, tant les aînés que les cadets, les fondateurs du CINEAV, le syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta, jusqu'au syndicat d'aujourd'hui, beaucoup se sont engagés, et j'estime que par rapport au tritype que j'ai énoncé, être un cadre techniquement compétent, politiquement conscient et intégré aux masses, j'ai apporté ma contribution. Le reste, il vous revient d'en juger. Alors, nous sommes en 2017. Plus de 40% des Burkinabés vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des centaines de milliers de jeunes, diplômés ou non, sont sans emploi. Nous avons une immense paysannerie qui répète, on va dire, le geste millénaire de ses ancêtres en essayant de tirer de la terre sa pitance quotidienne avec une daba. C'est un tableau peu glorieux. Est-ce que cette fresque n'est pas symptomatique quelque part de ce qu'on pourrait considérer justement comme l'échec de votre génération, si on ne va pas jusqu'à dire que vous avez trahi votre mission? Que répondez-vous à ceux qui formulent cette critique au regard justement de ce tableau qu'on pourrait présenter du Burkina 57 après les indépendances? Ce tableau, je crois que ceux qui ont milité à la FEANF et ceux qui ont milité à l'UGEV, ceux de ma génération, l'ont peint depuis. Il y a un élément nouveau, extrêmement important qu'il faut ajouter. C'est le changement climatique. Je suis dans une région, vous êtes dans une région où il pleut entre 1000 et 1200 mm d'eau. Il est tombé du ciel cette année moins de 700 mm d'eau. Donc déjà aux effets, aux conséquences du tableau que vous avez peint, il faut ajouter les changements climatiques. Que faire? Que faire, comme vous le savez, sur le titre d'un opuscule resté célèbre? Je n'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est que nul au Burkina Faso ne peut nier que les populations travaillent énormément pour tirer leur pitance d'une terre qui est quelquefois ingrate. Que les travailleurs du milieu rural, les paysans des campagnes dont vous avez parlé, fournissent l'effort. J'aime souvent dire que si vous voyez les Burkinabés travailler dans les plantations en Côte d'Ivoire et au Ghana, vous êtes émerveillés. Effectivement, vous avez parlé d'un certain nombre de défis qui ont été ceux de notre génération. Mais je dois avouer que je suis né à une époque où il était plus facile d'être employé, tant par l'administration que par le privé. Simplement vous dire que dans les années 60-65, quand nous allions au lycée, tous ceux qui réussissaient à l'entrée en 6e étaient boursiers. Donc j'ai été boursier d'État. Tous ceux qui avaient au bac une mention supérieure à 12 avaient une bourse entre guillemets étrangère. Ça a été mon cas. Nous sommes rentrés, et je dois avouer même qu'avant que nous ne revenions travailler, ceux de ma génération, c'est au lasso qu'on recherchait les étudiants pour rentrer, pour être magistrats, hauts fonctionnaires, etc. Cette époque est effectivement finie. Vous voulez que je vous dise que notre responsabilité est engagée dans la situation actuelle? Je ne peux pas ne pas dire oui, en partie. Parce que comme je l'ai dit, nous avons fait notre part, mais le monde globalisé dans lequel nous vivons a amené des défis qui n'étaient pas ceux de notre génération, des défis que nous avons vu venir, sur lesquels nous avons pris un engagement militant. Ces défis-là, comme vous le savez, c'est des défis des années 90. Moi, je travaille déjà depuis une dizaine d'années. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres possibilités que celles que nous avons aujourd'hui? La réponse est oui.
La réponse est oui, si au triple plan de la gouvernance politique, la gouvernance économique, nous avons effectivement la possibilité d'introduire et d'induire des changements fondamentaux. Mais prenant pour base les études extrêmement importantes qui ont été faites, je remercie ceux qui m'ont fait l'honneur de me faire membre du groupe opérationnel d'experts de l'étude prospective Burkina 2025. Monsieur Koulibaly, depuis 1999, je suis membre de cette équipe. Nous avons fait les études de rétrospective politique, le professeur Loada Augustin, Gervais, Marie et moi, les études de rétrospective sociale et économique, et sur la base de ces études, une étude nationale prospective Burkina 2025 a été réalisée avant 2002. Beaucoup de réponses, beaucoup de solutions aux problèmes qui sont posés aujourd'hui existent dans cette étude. En tirons-nous suffisamment les différents éléments positifs pour avancer? Je dois avouer que j'en doute. Donc effectivement, la réflexion a permis l'étude nationale prospective Burkina 2025 et je pense que si nous revenons aux fondamentaux de cette étude, il y a un certain nombre de problèmes que nous pourrons résoudre, à défaut de les résoudre totalement, au moins en partie, pour effectivement diminuer la situation que vous avez décrite, diminuer la pauvreté, parce que l'éradication de la pauvreté me paraît être un mythe de Sisyphe, mais au moins diminuer la peine des populations, remettre notre jeunesse au travail, tant dans les métiers urbains que dans les métiers ruraux, etc. Pour clore sur ce chapitre, je voudrais juste vous rappeler que l'intellectuel doit proclamer ce que chacun sait et tait. La formule est du professeur Joseph Kizerbo. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait votre part en tant qu'intellectuel en proclamant ce que chacun sait et tait? Je répondrai sans détour oui, M. Koulibaly. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai écrit. Et des titres de la presse nationale ont publié mes écrits. Et comme j'aime le dire, à l'heure du bilan, un intellectuel ne doit pas bégayer, bafouiller, bridouiller. L'intellectuel dit, voilà ce que j'ai écrit, on n'a pas lu. Voilà ce que j'ai dit, on n'a pas écouté. J'ai écrit une 50aine d'articles sur des sujets divers. En 2007, devant la crise de la Fédération de football, j'ai écrit un article qui a été publié par l'observateur Palga, « Rond est le ballon ». Pour paraphraser l'auteur sud-africain, rouge est le sang des Noirs. J'ai dit que le ballon était rond pour tout le monde. J'ai indiqué, Peter Abraham, comme vous l'avez dit, j'ai indiqué qu'un certain nombre de solutions étaient possibles et que si on les suivait effectivement, si nous nous mettions au travail, le Burkina Faso pourrait être champion d'Afrique. 2007. M. Koulibaly, en 2013, les étalons du Burkina Faso, en Afrique du Sud, au pays de Nelson Mandela, sont arrivés en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, de ce point de vue, moi, j'ai apporté ma contribution. Et les sujets sont divers. J'ai eu l'occasion de mettre à votre disposition une trentaine des articles que j'ai écrits, parce que l'intellectuel doit soumettre à la critique des autres ce qu'il pense. Le patriote doit écrire pour l'histoire, pour apporter sa part de contribution. Je n'ai pas fait tout mon travail, mais comme nous sommes encore là, si Dieu nous donne longue vie, peut-être aurons-nous encore l'occasion de continuer à participer à l'éveil de conscience, à donner notre sentiment. Nonobstant les terroristes de la plume, tous ces internautes masqués et cagoulés, qui croient qu'ils peuvent faire aux patriotes de ce pays, ils ne peuvent pas leur faire peur. En tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas possible à mon âge. Depuis longtemps, je ne suis plus un jeune, et donc je vais continuer à apporter ma contribution quand je pense que cela est possible. Je voudrais terminer sur ce point en disant que, diplomate de carrière, quand la République française a confirmé que le président Emmanuel Macron venait au Burkina, j'ai écrit un article qui a été publié le 15 septembre 2017. Je n'ai pas attendu que le président Macron arrive. J'ai écrit cet article pour dire que de mon point de vue, la vision que j'ai de mon pays, le Burkina Faso, un nain économique, mais un géant politique. L'histoire du Burkina est une histoire riche, très riche. Les luttes multiformes des populations contre le colonisateur. La qualité de la gouvernance du président Aboubacar Sangoulé Lamizana, qui n'est pas mis suffisamment en valeur. Parce que le président Sangoulé Lamizana a été mis en ballottage en 1978 par un cadre de banque très brillant, Maker Ouedraogo, mais politiquement qui n'était pas connu. Et le président Lamizana aurait pu, dans cette haute volta des années 80, être élu avec 99% et la communauté internationale n'aurait rien trouvé à redire. Eh bien, il a été mis en ballottage, c'était historique. Il était l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. De cette époque-là, à l'insurrection des 30 et 31 octobre 2015, j'estime que notre pays 2014, est un grand pays, 2014,
Excusez-moi, vous avez bien fait de corriger. Notre pays est un grand pays au plan politique. Et donc, reprenant la formule de De Gaulle, le Burkina est peut-être un nain économique pour le moment, mais c'est un géant politique. Et c'est pour rendre hommage à tous ces martyrs qui sont tombés depuis les luttes coloniales, à tous ces jeunes qui sont couchés au cimetière de Gounguin ailleurs, que le président Emmanuel Macron est venu au Burkina Faso. Alors, je voudrais à présent que l'on s'accorde quelques minutes pour parler de vous et de votre engagement politique et citoyen. Syndicaliste, prisonnier d'opinion en 1987, vous êtes un acteur de la scène sociopolitique au Burkina depuis près de 45 ans. Quel est le sens que vous donnez à votre engagement? Et le sens, je l'ai dit, j'ai eu la chance de naître dans une région, le sud-ouest, dans une ville, Gawa, dans une province, le Poni, où des aînés, des hommes et des femmes de très grande valeur ont de tout temps été devant nous pour nous indiquer le chemin, celui de la défense sans concession des intérêts de notre pays. L'ancienne Haute-Volta est baptisée Burkina Faso en 1984. Et juste pour vous donner un exemple, le seul héros reconnu par l'Union générale des étudiants voltaïques, l'UGEV, au 5e congrès, le congrès historique, c'est notre aîné Somé Viara Ernest, de Baké, de la province du Nungiel. Mais avant Somé Viara Ernest, les Adama Touré et beaucoup d'autres, Dieudonné Valère Somé, beaucoup d'autres avec lesquels nous avons fait l'enfance à Gawa, qui étaient nos aînés, nous ont mis sur cette voie. Et en arrivant à l'université, évidemment, cette vision a été confortée par le tritype que je vous ai indiqué, être un cadre techniquement compétent, politiquement conscient et intégré aux masses. Voilà donc l'école à laquelle je suis allé, et je ne regrette pas d'avoir été à cette école. Aujourd'hui, il revient à l'histoire et aux populations d'être juges de ce que nous avons fait de notre engagement militant. Communiste même après la chute du mur de Berlin, sur une planète dominée par la mondialisation néolibérale, catholique pratiquant en même temps, vous vous réclamez en tout cas comme tel, à 64 ans. Est-ce que lui, Armand Ouali, n'est pas une personnalité paradoxale, accrochée à ses illusions de jeunesse? Ni paradoxale, ni atypique. Je voudrais simplement dire que l'évêque émérite du diocèse de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Anselme Titiama Sanon, a dit « Je suis fils du fétiche et de l'Église ». Nous confondons bien souvent la culture qui est la nôtre. Rouge est le sang des Noirs, je vous ai déjà dit, et vous avez cité Peter Abrahams. Le fond culturel demeure. Et dans notre fond culturel, la vision capitaliste du monde n'existe pas. C'est vrai que la solidarité africaine aujourd'hui laisse beaucoup de place à une certaine forme de saprofisme, une certaine forme de dépendance que je dénonce. Mais dans la vision des Africains, nous sommes fondamentalement, si vous préférez, socialistes, si le mot communiste peut vous faire peur. Mais c'est notre vision du monde, un monde de partage, un monde dans lequel on ne peut pas soi-même manger et jeter pendant que d'autres n'ont pas mangé. C'est à cette école moi je suis allé. Et c'est pourquoi je maintiens que je suis catholique, croyant et pratiquant. Je remercie l'évêque du diocèse de Gawa, qui m'a fait membre du conseil pour les affaires économiques du diocèse. Preuve que bon, il pense qu'effectivement je peux apporter ma contribution. Mais je demeure convaincu que nous n'avons aucun avenir, aucune chance de nous en sortir dans un pays comme le Burkina Faso, si nous adoptons des options libérales à 100% avec les conséquences désastreuses qu'on connaît ailleurs. Évidemment, je m'inscris dans la vision africaine de ce qu'on pourrait appeler l'Oujama, le village africain de Julius Nyerere. Tout cela, effectivement, vous avez cité le professeur Joseph Kizerbo. Quand vous le lisez attentivement, sa vision est celle d'un homme de gauche, mais parti du fait qu'il est né dans une société, son père, vous le savez, a été l'un des premiers chrétiens de ce pays, dans une société de partage, de solidarité. D'accord. Militant d'extrême gauche formé au PAI d'Amirou Tchombiano, dans les années 70, on vous retrouve ensuite au CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui se réclame d'obédience sociale démocrate. Et ensuite, on vous voit à l'UPC, des Efférins Diabré, qui clairement est d'obédience libérale ou sociale libérale, si vous préférez. Tout cela fait de vous un acteur politique à la trajectoire pas très catholique, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un nomadisme politique que vous assumez. Et comment est-ce que vous le justifiez? La trajectoire est non seulement catholique, elle est musulmane, elle est africaine. Le mot nomadisme n'existe pas dans mon vocabulaire, M. Koulibaly. Il n'y a pas une religion en dehors des religions révélées, l'islam et le christianisme. En dehors de la religion africaine, il n'y a pas une quatrième religion qu'on appelle la politique
avec des prophètes qu'on doit suivre parce qu'envoyés par Dieu. Vous posez là une question fondamentale et il est bon que j'y réponde. Je suis allé à une école, celle de gauche, pas l'extrême gauche, celle de la gauche, où nous raisonnons en termes de contradiction principale et contradiction secondaire. La contradiction principale qui était posée en 2010 était claire. Il fallait mettre fin au règne de 27 ans, on n'y était pas encore, de quelqu'un qui a apporté beaucoup à son pays, mais qui commençait effectivement à en faire beaucoup dans le sens qui n'était pas bon. À partir de cette vision, il fallait nécessairement, sur la contradiction principale, qui était d'amener l'alternance, taire nos petites considérations idéologiques, mettre ensemble toutes les forces de progrès pour étancher la soif de changement de notre peuple, qui s'est manifestée plusieurs fois. Nous oublions la révolte des Koundé, la révolte des casques. Tous ces coups de fièvre étaient annonciateurs de la volonté de notre peuple d'aller vers une alternance pour instaurer une gouvernance vertueuse dans laquelle, effectivement, la gestion du pouvoir serait limitée dans le temps. Et c'est dans cette vision qu'avec d'autres, nous avons créé l'Union pour le progrès et le changement. L'Union pour le progrès et le changement sur la base des manifestes, un document auquel j'ai participé de manière très importante à la rédaction. Mais comme je l'ai dit dans un article, la première réunion d'importance, je l'ai appelée Jean Boré, jamais organisée en Haute-Volta et au Burkina Faso, sur le forum des citoyens et des citoyennes de l'alternance, organisé en mai 2009. Au sortir de ce forum, quand nous avons voulu créer un parti politique qui regrouperait toutes les tendances qui étaient au forum, il y avait au forum de 2009, au Focal, des hommes et des femmes qui se réclamaient de gauche, de droite, du centre, etc. Quand l'heure de venir de créer l'organisation politique est arrivée, beaucoup ont préféré rester dans les organisations de la société civile. Nous avons donc créé l'UPC sur la base d'un manifeste qui est clair. Ni libéralisme, ni capitalisme, ni communisme. Le manifeste de l'UPC énonce très clairement que notre idéologie, c'est l'ensemble des solutions les meilleures pour étancher la soif de changement de notre pays. C'est l'ensemble des solutions les meilleures pour permettre à nos populations d'avoir accès à l'eau potable, à des soins de santé, s'éduquer, se soigner, se loger dans de bonnes conditions. Voilà ce que le manifeste a dit. Quand le premier responsable du parti, sans autorisation d'aucune instance du parti et d'aucun organe, a déclaré à la place de la Révolution qu'il est un libéral, la réponse lui est venue immédiatement du secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso, CGTB, le chef Tolé Sagnon, qui à l'époque était SG. Ils ne vont pas chasser un libéral pour amener un libéral au pouvoir. C'est l'histoire, je n'entre pas dans la polémique. Donc je suis allé à l'Union pour le progrès et le changement sur la base d'un manifeste qui disait clairement qu'étant d'obédience politique, de visions idéologiques différentes, nous nous mettions ensemble pour résoudre la contradiction principale qui était d'amener le changement dans notre pays. Alors, sauf à vouloir entrer dans l'histoire à reculons, la place de l'UPC est et demeure aux côtés du MPP. Fin de citation. Il s'agit d'une déclaration que nous avons trouvée chez nos confrères de Notre Temps de décembre 2015. Bien entendu, cette déclaration, vous la reconnaissez, elle est de vous. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous l'assumez? Non seulement je la reconnais, non seulement je l'assume, mais je l'assumerai jusqu'à mes derniers jours. Monsieur Coulibaly, vous êtes jeune. Quand on prend un engagement en politique, on peut ne pas les tenir. Et c'est ce qu'il fait dire à l'opinion, que les engagements des hommes politiques, c'est ceux qui les écoutent, qui y croient, ils ne les tiennent pas. Eh bien, moi j'ai connu des hommes politiques qui ont tenu leurs engagements. L'engagement, le contrat que nous avons signé avec notre peuple le 1er mars 2010, en créant l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, c'était pour aboutir au changement démocratique, à une alternance alternative, comme aurait dit le professeur Joseph Kizerbo. Nous avons créé l'UPC en 2010, nous avons mené les luttes jusqu'en 2014, jusqu'à la création, le 4 janvier 2014, du mouvement du peuple pour le progrès. À partir de là, ma vision a été claire, je l'ai toujours dit, à mon âge, je ne vais pas cacher des choses. La prophétie de feu Norbert Zongo, votre éminent collègue, allait se réaliser. Comme l'avait dit Norbert Zongo, c'est à partir d'un éclatement du parti au pouvoir qu'effectivement le peuple burkinabé pourrait étancher sa soif de changement. Et vous étiez là, à la marche du 18 janvier 2014. Une pluie en plein janvier à Ouagadougou. Dieu était avec nous. Avant cela, déjà, la conférence épiscopale Burkina-Niger avait clairement dit
qui touchait à l'article 37 de la Constitution 2010, février 2010, à Fadangourma, serait mettre le pays dans une voie sans issue. Après cela, un de vos aînés, Brema Jérémy Sigué, pour le citer clairement, a fait un éditorial très puissant, où il a demandé qu'on nous épargne de la souillure qui consisterait à effectivement violenter l'article 37 fixant la limitation des mandats. Bonjour 2010. Bonjour 2010. Donc effectivement, l'arrivée du MPP a donné un élan à notre lutte. Et c'est ensemble que nous avons vaincu l'adversité. Ayant vaincu l'adversité ensemble, nous devons gouverner ensemble. Et ma vision, mon éducation politique, sociale, tout ce que j'ai appris dans ma vie m'empêchait d'être dans autre chose que du côté des forces de progrès et de changement qui ont permis effectivement à notre pays d'atteindre le résultat que nous avons atteint. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que cette déclaration est en fait un appel du pied pour une entrée dans le gouvernement? Oui, allez plus loin, M. Koulibaly. Comme vous l'avez dit, la parole est libérée, assure la brèche. Wali est pressé d'être ministre. Il veut être ministre. Mais grâce à Dieu, grâce à l'histoire, à 38 ans, j'étais ministre du Parti africain de l'indépendance PAI de Amirou Tchombiano, le fondateur, mon modèle, ma référence cardinale. Il n'y a pas à chercher à être ministre. Au-delà de nos intérêts personnels, de nos calculs personnels, il y a un pays qu'on appelle le Burkina Faso. Des dizaines de jeunes sont morts. À la mémoire de ces martyrs, j'estime que toutes les forces qui ont amené ces jeunes à prendre conscience qu'ils sont eux-mêmes le moteur de leur histoire, à accepter de mourir pour leur pays, l'obligation impérative, pour être très net, était de rester ensemble et d'avancer, assumant la gestion du pouvoir d'État, avec ses difficultés, avec ses limites. Si en cours de route, nous atteignons le chemin où véritablement, nous n'avions plus la même vision du monde, comme dirait quelqu'un, nous sommes dans le même lit, nous n'avons pas le même rêve, nous pourrions nous séparer. Mais le parcours politique que vous connaissez et que vous avez décrit jusque-là m'empêchait de faire autre chose que de dire que ceux qui veulent entrer dans l'histoire à reculons peuvent effectivement ne pas rester aux côtés du MPP pour étancher la soif de changement de notre peuple. En ce qui me concerne, cette conviction est viscéralement établie en moi, je le pense. Pour le reste, le tribunal de l'histoire a commencé à rendre son jugement. Mais le jugement final n'est pas encore arrivé. Que Dieu nous donne longue vie et nous verrons la fin de cette histoire. Alors, sans transition, je voudrais que l'on aborde la critique de l'actualité de la semaine, à commencer par la crise du monde de l'éducation. Sur le campus universitaire de Zogona d'abord, où on a assisté ce mercredi à des courses-poursuites entre étudiants qui s'est soldé par un blessé grave, où on a assisté à une situation où l'argument de la force a pris le pas sur la force des arguments. Comment est-ce que vous avez vécu cette actualité-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai vécu à Gawa, où je suis déjà depuis plus de 15 jours. La formule la meilleure pour rendre compte de ce qui s'est passé à l'université est une formule en Djoula, et vous parlez Djoula, vous traduirez. En Djoula, on dit « Kourou sera tchétchéna ». La pirogue est arrivée au sable. Nous avons atteint les limites de l'inacceptable à l'université. J'ai été militant du mouvement, comme je l'ai indiqué, l'UGEV et la FEANF, où nous étions tous unis. Puis nous avons eu des divergences idéologiques. Nous sommes allés jusqu'à ce que nous avons appelé la démarcation physique. Mais nous ne sommes jamais agressés les uns les autres. Nous n'avons jamais porté la main les uns sur les autres. Parce que comme vous l'avez dit vous-même, l'université, c'est le temple du savoir. C'est là qu'on forme les hommes et les femmes qui seront chargés de réfléchir à l'avenir de ce pays à l'horizon 2025, 2050, 2100. Dans un temple comme celui-là, comme l'a dit si brillamment le ministre des Enseignements secondaires, et comme vous venez de le dire si brillamment, M. Koulibaly, c'est la force des arguments. L'argument de la force ne peut pas prévaloir. Si vous êtes mis en minorité, vous devez travailler, comme nous disions dans la FEANF et dans l'UGEV, à ce que vos idées deviennent majoritaires. Le principe de la grève est un principe républicain. Mais le même principe dit que nul n'a le droit d'imposer à un non-gréviste de refuser de faire la grève et de vaquer à ses occupations. J'ai passé ma vie dans l'organisation syndicale, la CSB. J'ai été arrêté et torturé, comme vous l'avez dit. Je dois la vie à Amnesty International, qui m'a fait prisonnier d'opinion en 1987. Donc je suis de ceux qui pensent que, malgré les conditions de la lutte, même si elle est dure, nous ne devons pas nous porter la main dessus. Alors, nous ne devons pas nous blesser. À Tita, ce sont plutôt des élèves qui se sont fait bastonner par des militaires qui étaient en route pour Gawa ici.
La faute des élèves, c'est d'avoir bloqué la nationale numéro 1 au motif de revendications syndicales. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Monsieur Koulibaly, le monopole de la violence légale appartient à l'État. Elle n'appartient pas à un groupe d'individus, qui qu'il soit. Mais je dois dire très clairement, encore une fois, que si on doit manifester, c'est républicain, c'est dans la constitution de notre pays. Mais les conditions de la manifestation sont connues. Vous ne pouvez pas éviter le type de dérive que nous avons eu si on autorise un groupe de citoyens à couper la nationale 1 ou toute autre route nationale ou départementale, empêchant le développement de notre pays. Parce que cette route qui a été coupée, c'est la route qu'utilisent tous les pays de l'interland de la côte. La côte, vous la connaissez, c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. L'interland, c'est nous, le Mali, le Niger. Que chacun reste sur les lieux où les manifestations doivent se tenir. Que ces manifestations, cette grève se fasse conformément à la loi et sans violence. Et je vous assure que les dérives que vous avez indiquées n'arriveront pas. Je me souviens que, militants à l'époque de l'UGF et de la FEANF, nous avons été très loin dans les revendications contre le président Aboubacar Sangoulé Lamizana, dont je parlerai toujours avec beaucoup de respect. Et je me souviens que, face à la violence, il a dit démission au lot, à Kotoï. Ils vont comprendre un jour. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes, ils comprendront plus tard. Donc, de ce point de vue, il est bon que dès les familles, nous expliquions à nos enfants, à nos jeunes frères, que la grève est légale, qu'elle n'a pas pour conséquence que le non-gréviste doit être violenté, que la grève se déroule dans un cadre précis et approprié, qu'on ne doit pas faire des actes de vandalisme sur le domaine public, sur la voie publique. Parce qu'encore une fois, le monopole de la violence appartient à l'État. Et l'État a obligation de rétablir l'ordre. Seulement la dérive que vous avez indiquée n'est pas celle qui est indiquée par les textes. Parce que les forces républicaines de premier degré, c'est la police. Et ensuite, on passe à d'autres types de forces. Alors, le conflit social s'est durci. Le dialogue entre le gouvernement et les syndicats du monde de l'éducation semble pratiquement rompu. Quel regard vous portez sur ce conflit social-là? Le regard d'un homme qui est optimiste quant à l'avenir de son pays. Pas d'un optimisme béat, d'un optimisme réaliste. Le Burkina n'est pas le seul pays. Dans un pays voisin du nôtre, un peu plus loin, en tout cas frontalier avec le Mali, la République de Guinée pour la citer, la grève dans l'enseignement a duré beaucoup plus longtemps que cela. Elle a été beaucoup plus dure. Les enseignants sont dans une logique de revendication. Le gouvernement est dans une logique, me semble-t-il, de satisfaction des revendications justes et légitimes des travailleurs dans les limites des moyens du pays. Et donc le dialogue, de mon point de vue, n'est pas rompu. Le dialogue a été rétabli en Guinée parce que de par ma carrière de fonctionnaire des affaires étrangères, j'ai une vision large du monde. Je ne regarde pas ce qui se passe à ma porte, je regarde ce qui se passe dans le monde pour essayer de comprendre mon pays. Et il y a de nombreux pays, effectivement, dans lesquels de nombreuses grèves se passent en ce moment, y compris des pays d'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'école burkinabé est à la croisée des chemins? À la croisée des chemins, je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que l'école est malade. Et ce n'est pas moi qui le dis. La commission d'enquête parlementaire mise en place par l'Assemblée nationale et qui a inclus des députés de tous les partis politiques qui ont des élus nationaux. Cette commission a fait un rapport qui est un rapport inquiétant, mais un rapport juste, un rapport équilibré. Donc si à la croisée des chemins, vous entendez par une école qui est malade, parce que le noyau familial, la cellule familiale, la société elle-même n'arrive plus à apporter la contribution primaire qui a permis à des hommes et des femmes de ma génération d'aller à l'école pour avoir effectivement des éducateurs et des enseignants. Si le noyau familial et la société relâchent totalement l'éducation au niveau de la cellule familiale et de la société, nous arrivons aux dérives que vous indiquez. Mais je dois vous indiquer encore une fois que toutes les revendications légitimes, me semble-t-il, seront examinées dans les limites des moyens financiers et matériels de notre pays, parce que je ne pense pas qu'il y ait dans ce pays deux types de Burkinabés. Un type de Burkinabé irresponsable totalement et un autre qui serait conscient qu'il faut effectivement améliorer les conditions de vie et de travail de certaines catégories de travailleurs. La catégorie la plus importante, M. Koulibaly, et nous devons y penser, mais elle n'a pas d'organisation syndicale, elle n'a pas de syndicat. C'est les 70 à 95% d'hommes et de femmes qui vivent dans le monde rural. Sinon, effectivement, les grèves du monde rural allaient nous prouver à nous, qui avons eu la chance d'avoir été à l'école, qui avons travaillé, qui travaillons comme vous, qui sommes à la retraite comme nous, allaient nous prouver qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire au niveau du monde rural.
Mais encore une fois, je suis d'un optimisme réaliste. Je pense qu'on trouvera solution aux problèmes que nous sommes en train de vivre. En d'autres temps, on l'a vécu. Alors, l'actualité, c'est aussi le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les infrastructures et l'acquisition d'équipements qui révèle en tout cas 502 chantiers en souffrance avec plus de 7 milliards de francs CFA de pertes pour les caisses de l'État. L'état des lieux est catastrophique. Il y a des malversations visibles, des malfaçons apparentes. C'est écœurant pour notre pays parce qu'on ne peut pas construire un pays en faisant des infrastructures qui se fondent au bout de 10 ans. Fin de citation, c'est la déclaration faite par Moussa Tendano qui était le président de cette commission d'enquête-là. Est-ce que vous êtes indigné comme lui? Le constat de la commission d'enquête parlementaire est un constat qui n'est pas nouveau. Je vais vous raconter une scène. J'ai eu la chance d'accompagner à Baké, capitale de la province du Nounguel, le ministre d'État Salif Diallo, qui était ministre de l'Agriculture, paix à l'âme du président Salif Diallo. Arrivé, il m'a demandé est-ce qu'il y a un problème. Je lui ai dit oui. Le haut commissariat du Nounguel a été construit, réceptionné, le haut commissariat y travaille. Mais monsieur le ministre d'État, il n'y a pas de haut commissariat. C'est un bâtiment inachevé. J'étais maire de Gawa de 2000 à 2006. Donc c'est vous dire que le constat n'est pas nouveau. Les problèmes sont connus. Encore une fois, l'étude nationale prospective que je vous invite à lire attentivement. Je vous invite à lire religieusement, à identifier tous ces problèmes de fond et à indiquer les pistes de solution. Nous n'allons pas continuer à mettre en place des commissions pour aller constater ce qui est su. Dans la province du Kouritenga, une précédente commission d'enquête a montré des bâtiments qui n'ont jamais été achevés, mais qui ont été réceptionnés, les entreprises ont été payées. Donc de ce point de vue-là, je pense que nous sommes tous des Burkinabés, nous sommes tous interpellés. Est-ce que c'est le règne de l'impunité? Ah, je ne dirais pas que c'est le règne de l'impunité. Moi, je suis arrivé maire de Gawa. Au niveau de la dimension d'une ville comme Gawa, j'ai coutume de dire que c'est au niveau des collectivités locales qu'on peut faire émerger une démocratie réelle et vivante. Je suis arrivé ici et le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Gawa, le SDO, adossait à la rivière Poni la zone industrielle. Mais j'ai refusé de payer ce qui restait à payer sur les millions que le bureau d'études avait revendiqués. D'autres auraient payé. Nous sommes tous responsables quelque part. L'impunité est d'abord dans la famille. Vous savez très bien, M. Koulibaly, qu'il y a des pères et mères qui aujourd'hui n'ont aucune autorité sur leurs enfants. Nos enfants aujourd'hui sont des enfants de WhatsApp, de Bluetooth, etc. La parole des réseaux sociaux de Bluetooth, de WhatsApp, la parole de DJ Arafat, cette parole la porte. Mais la parole du père et de la mère, est-ce qu'elle porte encore? Moi-même, le contrôleur d'État Ibriga m'a fait l'honneur de me faire modérateur avant-hier du panel sur l'approche des problèmes et des solutions pour lutter contre la corruption vue par les coutumiers et les religieux du Sud-Ouest. Mais l'imam Daouda, l'abbé Eric Da, le pasteur Enoch, le représentant du chef des coutumiers, Émile Oussé, mais tous sont venus, ils ont fait le point. Mais si vous étiez là, vous auriez vu. Quelque part, effectivement, nos enfants, tous les problèmes que vous soulevez, l'impunité, la corruption, c'est à l'image de la société où nous sommes. Si vous valorisez certaines valeurs qui n'en sont pas en réalité, qui sont des valeurs négatives, n'attendez pas d'autres effets que ceux que nous avons. Je l'ai dit très clairement dans plusieurs articles. Le 4 août 1984, au stade du 4 août, le président Thomas Sankara a changé le nom de notre pays. Il l'a rebaptisé Burkina Faso, la patrie des hommes et des femmes dignes, fiers, intègres, incorruptibles. L'honnêteté est devenue un délit au pays du président Sankara. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Donc de ce point de vue, quelque part, nous avons tous une responsabilité. Il nous revient simplement de nous reprendre et de nous assumer en tant que père et mère, en tant qu'éducateurs, nous-mêmes en tant que parents, et l'école fera le reste. Mais si nous-mêmes nous faisons défection, je pense que l'école ne peut pas tout faire. Mais je voudrais conclure sur cet aspect en disant que cette question de la corruption, etc., elle ne date pas d'aujourd'hui. Dans son film resté célèbre, Le Mandat, à la fin du film, Ousmane Sambène fait dire à l'acteur principal, l'honnêteté est devenue un délit au Sénégal. Le mandat, c'est les années 60-70. Ce n'est pas les années 2017. Alors, ce mercredi, à l'hebdomadaire Conseil des ministres, je vais y arriver, il a été question des résultats de l'enquête nationale sur l'orpaillage.
C'est ainsi que l'on a appris que sur les 9 tonnes et demi d'or produits, sur les 9 tonnes et demi d'or produits au Burkina, il y a à peine 2 tonnes 700 qui sont achetés dans les comptoirs officiels. Ce qui nous ramène à pratiquement plus de 2 tiers d'or produit au Burkina qui est dissipé quelque part dans des circuits frauduleux. Comment est-ce que vous appréhendez cette problématique de la fraude sur l'or et sur lequel le Conseil des ministres a mis un point? Je pense que le Conseil des ministres a bien fait de mettre le doigt sur cette situation inacceptable dans un pays aux ressources limitées comme les nôtres. D'autant plus que vous l'avez dit dans une autre vie, j'ai été ministre de l'Environnement. Les atteintes graves à l'environnement qu'entraîne l'orpaillage sont des atteintes irréversibles bien souvent. Et il n'est pas normal qu'à l'arrivée, on ait la situation que le Conseil des ministres a décrite. Ce qui me rassure, je n'ai pas vu le compte-rendu du Conseil des ministres en totalité, c'est les mesures qui ont été prises. Ce que je souhaite, c'est qu'au-delà des mesures prises, pour une fois, on aille à l'application de ces mesures, aux sanctions, pour que définitivement on en finisse. Encore une fois, tous ces problèmes sont connus. Au sud-ouest, nous avons eu des mines de l'orpaillage dans deux de nos villes, je dirais, Dano, Ayobogan et Kamti. Cela date déjà de 20 ans. C'était déjà un désastre. Donc c'est très bien qu'aujourd'hui on revienne dessus. Mais il est temps qu'on passe des paroles aux actes, qu'on sanctionne. Tant qu'il n'y aura pas la sanction positive, c'est ce qui a été fait ce matin, des dignes fils du Burkina, des dignes filles du Burkina ont été élevés dans l'ordre national et dans différents ordres. C'est la sanction positive. Il est temps qu'on aille aux sanctions négatives. Le drame de Conquera dans Abaké aurait-il être évité? Plus de 50 morts. On aurait pu le faire. Mais quand l'État prend une loi disant qu'au sud-ouest, à partir du 30 juin et sur le territoire national, les risques d'éboulement sont importants parce que nous sommes dans une région où il pleut. Il faut fermer les sites d'orpaillage. Il faut l'appliquer. Il faut appliquer les lois. De nombreuses lois existent, les décrets d'application sont pris. Il est temps qu'on aille à l'application des décrets d'application et à l'application des lois sur l'orpaillage et d'autres sujets. Alors, ce lundi à Koumbri, dans le Yatenga, c'est un village situé au nord de Waïguia, à une trentaine de kilomètres donc, de la ville de Waïguia. Le commissariat a été incendié par des hommes armés non identifiés. On est apparemment dans un cas de figure de terrorisme qui frappe le septentrion du Burkina depuis plus de 2 ans. Comment est-ce que vous réagissez à cette actualité-là et à cette problématique de terrorisme auquel nous sommes confrontés? Donc après le défi que nous devons relever, celui des changements climatiques, c'est le deuxième défi que vous avez indiqué. C'est le défi de la génération actuelle, de notre génération et des générations futures. Un phénomène qui n'est pas propre au Burkina Faso, un phénomène qui frappe aveuglément. Les terroristes n'ont pas de nationalité. Les terroristes n'ont pas de religion. Je crois qu'il est important qu'on dise cela. Les terroristes sont des hommes et des femmes qui ont perdu tout repère et qui veulent effectivement que nous perdions tous tout repère. Cela n'est pas possible. Parce que comme l'a dit encore une fois le professeur Joseph Kizerbo, rappelant le sage, si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Nous savons d'où nous venons dans un pays qu'on appelle la Haute-Volta et qui est aujourd'hui le Burkina Faso. Je crois qu'il nous revient tous, citoyens lambda, entre guillemets lambda, citoyens ordinaires, hommes et femmes du peuple, de faire remonter comme en Asie et dans d'autres pays du monde, toute l'information, même la plus anodine, qui permet de prévenir. Si nous allons toujours continuer à guérir le mal, c'est des dizaines, des milliers d'hommes qui vont mourir, de femmes qui vont mourir. La prévention suppose que les citoyens, quel que soit le niveau où ils sont, quel que soit ce qu'ils voient, même l'information la plus anodine, qu'ils la fassent remonter par les voies autorisées à l'autorité la plus élevée. Et je vous assure que nous allons engranger des succès face à un phénomène qui frappe aveuglément, y compris les pays les plus développés. Le Bataclan, c'est Paris, c'est pas Koumbri. Alors, actualité internationale à présent, on va parler de cette décision prise par Washington de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, avec tous les risques aujourd'hui d'un embrasement du Proche-Orient. En Palestine, les violences ont déjà fait en tout cas 4 morts côté palestinien. Comment est-ce que vous analysez cette annonce de Donald Trump qui envisage même de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem? Sur cette question, encore une fois, l'observateur parlement m'a fait l'honneur de m'interroger quand le président Trump a été élu.
J'ai dit ce que je savais du système américain. J'ai passé 2 années et demie à notre mission permanente à New York. Et comme vous l'avez dit, je suis fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères à la retraite. Le président Trump, moi, je suis étonné de l'étonnement de certaines personnes, y compris des personnes avisées. Dans les pays d'Amérique du Nord, dans les pays européens, on gouverne avec ce qu'on appelle l'opinion. L'opinion, donc, c'est en général des hommes et des femmes sur des sujets précis qui sont des citoyens pleins. Ils ont leurs droits qu'ils connaissent, ils ont leurs devoirs. Mais dans le cas du président Trump, il n'y a pas d'illusion à se faire. Il est monté en puissance, on l'a vu venir. Le président Donald Trump est un homme du privé, pour qui la connaissance des relations internationales est très très limitée. Il n'a aucun intérêt pour ce qui se passe dans le monde. Ce qui l'intéresse, il est élu par les Américains pour gouverner les Américains et le plus possible à droite. Aujourd'hui, vous avez vu ces véhicules fonçant sur des Américains au menu, avec des slogans de liberté dans leur bouche, pour dénoncer la discrimination. Il n'a jamais dénoncé. Donc les mouvements suprémacistes, blancs, racistes, il ne les a jamais dénoncés. Avant cette déclaration à laquelle nous allons arriver, le président Donald Trump s'est retiré. Il a retiré les États-Unis d'Amérique contre l'avis de centaines de maires, de millions d'Américains. Il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Et c'est un acte extrêmement important. Un acte d'un degré légèrement inférieur, mais qui nous permet d'arriver à notre sujet. Simplement parce que la Palestine a été reconnue, alors que les Nations Unies le reconnaissent, comme membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le président Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis. Ce que je voudrais dire, ma vision, c'est que les États-Unis d'Amérique peuvent influencer. Les États-Unis d'Amérique influencent même de manière très importante l'Organisation des Nations Unies, parce qu'ils sont le plus gros contributeur. Mais la volonté des États-Unis d'Amérique ne peut pas s'imposer à tout le reste du monde. Et je parle avec des éléments de preuve. Les États-Unis avaient déjà créé l'UNESCO, déjà quitté l'UNESCO. L'UNESCO a continué à fonctionner, les États-Unis sont revenus, ils sont repartis. Mais parlant directement de la question que vous posez, que ce soit le pape, les imams les plus éclairés du monde, les pasteurs de toutes les églises évangélistes et de toutes les églises protestantes, toutes les dénominations confondues, tous les hommes, toutes les femmes qui sont des leaders d'opinion, les opinions même dans les pays, ont trouvé que là, on avait franchi véritablement la ligne rouge. Mais je vous rappelle à toute fin utile que cette décision avait déjà été prise par les prédécesseurs du président Donald Trump. Mais quand je dis que les Nations Unies ont une liberté et une marge de manœuvre assez importante, sur décision de l'Organisation des Nations Unies, la quinzaine d'ambassades, je crois qu'il y en avait 16 exactement, qui avaient décidé d'aller à Jérusalem, sont repartis à Tel Aviv. Donc cette affaire ne fait que commencer. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se faire des illusions. Le président Trump gouverne les États-Unis sur la base de l'opinion la plus droitière, la plus à droite, de l'aile droite des États-Unis. Mais je pense que les risques qui sont importants et qui sont soulevés, le tollé général que cette décision a entraîné va avoir des conséquences dont je ne voudrais pas ici parler, mais ma conviction profonde, c'est qu'on trouvera une solution. De toute façon, diplomate de carrière, ne vous faites pas des illusions. Le transfert de l'ambassade des États-Unis d'Amérique de Tel Aviv à Jérusalem, ce n'est pas demain la veille. Je voudrais que l'on termine cet entretien avec une question plus intime. Vous êtes un homme de gauche, engagé dans les mouvements scolaires et étudiantins depuis votre tendre enfance. S'il vous était demandé de faire ici et maintenant ce que l'on pourrait considérer comme votre testament politique, qu'est-ce que vous répondrez? Vous avez 2 minutes. Merci. Je ne ferai pas de testament. L'histoire fera le testament. Je voudrais simplement dire que mon engagement en politique a eu un couronnement. Mon aîné, mon grand frère, le député maire de Dori, Hama Arba Diallo, paix à son âme, est un des modèles en dehors de Amirou et d'autres que j'ai suivis. Hama Arba Diallo est un cas particulier, bachelier, boursier Fulbright, il allait aux États-Unis, il est revenu de gauche. Les États-Unis, c'est le pays le plus développé des pays capitalistes. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cet homme humble. Cet homme qui a fait les Nations Unies à un niveau très élevé, qui a accepté d'abandonner un poste D1 aux Nations Unies pour venir servir son pays en 1983 comme ministre des Affaires étrangères, avec un salaire de moins de 200 000 francs CFA. Cet homme qui a perdu son poste un an après, qui a rebondi et qui a encore refait du Burkina,
faire monter le nom du Burkina en devenant secrétaire le premier, second et troisième mandat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Si je dois parler d'un modèle, Arba Diallo est un de ceux-là, et je suis heureux d'avoir rendu hommage à Feu Ama Arba Diallo de son vivant. Merci. C'est à moi de vous remercier, Wali. M. Koulibaly. Merci d'être passé sous la brèche. On s'arrête là en tout cas pour ce dimanche. Et bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous remercie. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Cette émission vous a été présentée en direct des studios de RTB 2 Gawa. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Bonsoir.